Ils sont nombreux, ces jeunes juifs francophones qui quittent la France pour s'engager dans les forces de Tsahal alors que rien ne les y oblige. Ils abandonnent leurs parents, leurs études et leurs amis pour partager le quotidien israélien de la guerre avec son lot de larmes, de sang et de désespoir. Avant de se lancer dans la bataille, ils avaient déjà entendu les énumérations insoutenables des noms des soldats morts au combat et pourtant, ils n'ont pas été découragés. Ce texte a été écrit par notre invité que nous accueillons à présent, Jacques Benilouche. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce matin, Jacques. Alors je le rappelle, vous êtes journaliste franco-israélien, vous écrivez régulièrement dans votre blog Temps et Contre-temps. Et justement, cette semaine, vous avez voulu réagir à la mort de ce jeune Chayal Boded, comme on dit, ce soldat isolé, Samuel Amoyal, un Français originaire de la banlieue parisienne qui est décédé, qui a été retrouvé dimanche soir sans vie dans un appartement du centre du pays. Ça vous a beaucoup touché. Selon vous, le cas de Samuel n'est pas isolé, malgré, c'est vrai, vous l'écrivez, que le fait que les soldats comme lui reçoivent beaucoup d'aide, des conditions financières et matérielles favorables, mais ça ne suffit pas. Oui, je voulais un peu m'élever contre, je dirais, l'égoïsme des francophones en Israël. Parce que ces jeunes qui sont pétris de sionisme dans leur pays, quittent le pays dès leurs 18 ans pour venir en Israël, et généralement ils demandent à être non pas des jobniks, c'est-à-dire des planqués, ils demandent à être dans les unités combattantes. Dans le cas de Azoulay, Amoyal. oui. Amoyal. Amoyal, pardon. Ouais. Eh bien, c'était une unité Givati qui s'occupe beaucoup au sud et dans les territoires. Alors, la question, c'est que ils sont, je dirais, pas abandonnés par l'État, puisqu'ils ont des salaires doublés, on les loge gratuitement, on leur permet une fois par an, on leur paye le voyage pour aller voir leurs parents. Mais le gros problème, c'est la solitude. La solitude, quand vous avez pendant 15 jours des jeunes qui doivent être en permanence prêts, donc pendant 15 jours, ils font des exercices très difficiles, très durs, et on leur demande beaucoup. Et c'est pour ça que certains craquent, parce qu'on leur demande beaucoup. Ils dorment peu, ils crapahutent tout le temps. Et lorsqu'ensuite ils rentrent chez eux le jeudi soir, où il leur arrive souvent, comme tous les soldats, de dormir immédiatement jusqu'au vendredi midi, eh bien quand ils se lèvent, ils se retrouvent seuls. Et le Shabbat seul pour des jeunes, c'est très démoralisant. Alors, je voulais simplement dire qu'il était nécessaire qu'on s'occupe d'eux, que la population juive francophone, au moins, parce qu'en fait, il n'y a pas que des francophones, il y a des Ukrainiens, il y a des Américains, et bien qu'on puisse faire en sorte qu'on les reçoive. Ce sont des, je dirais, des brutes épaisses, entre guillemets, mais ils sont très fragiles. Et la fragilité est due à leur solitude. Alors, effectivement, seuls, il peut leur arriver beaucoup de choses. Soit certains, comme un précédent soldat, est tombé dans la drogue, parce qu'il s'ennuyait, il sortait, il allait dans les bars, et il est tombé dans la drogue, et il est mort d'une overdose. Ou bien alors, il y a des jeunes qui, dans la solitude, sont dans le désespoir. Alors, notre soldat actuellement est mort. L'armée ne donne pas les raisons, elle dit qu'elle enquête. Elle dit qu'elle enquête parce que malheureusement, la rabbanoute, le grand rabbinat en Israël, veut augmenter la punition de ceux qui se sont suicidés. Oui. Pourquoi? Parce qu'un jeune, une personne qui se suicide en Israël n'a pas le droit d'être enterré normalement dans le carré normal, n'a pas le droit d'avoir des rabbins qui viennent prier pendant la Shiva, les 7 jours de deuil. Ils n'ont pas le droit d'exister, en fait. Alors, c'est pour ça que Israël, l'armée dit qu'elle enquête. Alors que, généralement, quand on voit quelqu'un mort, on sait immédiatement quelle est la cause de son décès. Elle dit simplement qu'elle enquête. Pourquoi? Parce que ça permet à l'armée de faire des obsèques militaires. On l'enterre militairement dans le carré militaire et on permet à la famille qui vient de France dans ce cas-là de pouvoir faire la Shiva avec des rabbins qui sont autorisés. Sinon, si un rabbin est pris dans la main dans le sac, c'est-à-dire d'aller aider une famille de suicider, eh bien, il est rayé du rabbinat. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu expliquer ce cas-là et je pense que nous devons être un peu plus solidaires de ces jeunes
qui donnent leur vie, parce qu'il y a des jeunes qui meurent au combat. J'en ai donné deux ou trois. Oui. Mais puis, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'armée, c'est officiel, ce sont des chiffres officiels publiés que je n'invente pas. Il y a eu cette année 23 morts de soldats, soit par des erreurs, soit par des accidents. Mais sur ces 23 morts, il y a eu 14 suicides. Ça nous pose le problème de ces suicides. Pourquoi les jeunes sont soumis au suicide? Il n'y a pas que des soldats seuls, mais la majorité sont des soldats seuls qui viennent. Alors c'est pour ça que je pense que nous devrions être plus solidaires avec ces jeunes. Nous devons nous renseigner. Il y a une organisation à l'armée qui vous donnera toutes les informations sur ces soldats, et pour pouvoir les inviter, qu'ils aient un peu de chaleur humaine, à défaut d'avoir la chaleur de leurs parents. C'est quelque chose qui est dramatique. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Benilouche. En tout cas, on a rendu hommage à Samuel Amoyal, donc ce soldat qui est mort malheureusement, et on pense à lui et à sa famille ce matin. Alors, on va changer de sujet, Jacques. On va essayer d'aborder plusieurs sujets. Il nous reste 5 minutes. Le reste de l'actualité cette semaine, c'est aussi la lutte interne politique au Likoud. Vous avez aussi réagi sur votre blog pour le contrôle du parti. Benyamin Netanyahou qui refuse de quitter son poste. On imagine que la guerre va s'intensifier là. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il a négocié avec, ça se fait beaucoup en Israël, le plaidé coupable. Il y a quelques jours, le chef du chasse a plaidé coupable. Il a obtenu un accord, c'est-à-dire qu'on discute et on négocie avec le procureur la peine qu'on va avoir. De façon, généralement, on évite à ces plaidés coupables la prison. Et donc, Netanyahou a négocié avec le procureur. Et le procureur a imposé des conditions. Il savait que si ces conditions n'étaient pas remplies, parce qu'il faut que le tribunal, derrière, avalise cette décision. Alors, ils ont demandé à Netanyahou de dire qu'il est coupable. Ça, il a accepté. Oui. Il a accepté des coupables. Mais on veut lui donner en plus une peine, je dirais, de ce qu'on appelle une peine d'indignité nationale. En Israël, on appelle ça la clause de turpitude morale. À quoi? Or, cette clause interdit à Netanyahou de revenir à la politique pendant 7 ans. Netanyahou est un malade de la politique. Il peut pas accepter de rester 7 ans sans participer à la vie nationale. Alors, il a refusé. Il pense que effectivement le procès va durer quelques années et que pendant tout ce temps-là, eh bien, il peut rester encore au pouvoir. Il peut rester à la tête du parti. Et ça n'arrange pas beaucoup tous les prétendants qui attendent depuis 20 ans et qui voudraient, comme Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, comme Israël Katz, qui voudraient prendre la direction. Alors, dans cette affaire, le gouvernement est très heureux. Le gouvernement est très heureux parce que si jamais Netanyahou quitte le pouvoir, eh bien, il va y avoir une recomposition de la droite. C'est-à-dire que les gens du centre qui disaient on ne gouvernera jamais avec Netanyahou, eh bien, le jour où Netanyahou part, ils vont pouvoir négocier et faire un parti, faire une coalition entre centre et Likoud. Voilà un petit peu où on en est. Alors, à l'heure actuelle, les gens se battent. Il n'y a qu'un seul qui est Udi Edelstein, l'ancien Yuri Edelstein, l'ancien chef de la Knesset, qui lui a dit quoi qu'il arrive, je me présenterai et je veux prendre la place de Netanyahou. Voilà un petit peu où on en est. Donc c'est un combat interne. Les gens s'entretuent de manière interne. Il y a des dons d'oiseaux qui sont échangés. Et bien voilà où on en est. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore ce problème. Et on continuera bien sûr à suivre cette situation. Alors un dernier point, peut-être pour terminer, Jacques Benilouche, rapidement, on s'intéresse à la scène diplomatique, ce voyage du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui a atterri au Bahreïn pour une première visite officielle. Et au même moment, on a vu le Premier ministre israélien annoncer le déploiement de ce nouveau réseau de défense au laser. Ce n'est pas anodin. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, Israël a constaté pendant les dernières guerres que le dôme de fer retenait et captait à peu près 80% des missiles et il y avait 20% qui échappaient, heureusement, qui tombaient dans des zones inoccupées. Par contre, à l'heure actuelle, et ça c'est un problème nouveau, il y a énormément de drones qui sont envoyés en Israël. Et contre les drones,
pour l'instant, on ne peut rien faire. Ou alors on envoie effectivement un missile avec le dôme de fer qui coûte plusieurs milliers, sinon plusieurs centaines de milliers de dollars pour quelque chose qui est d'un petit jouet militaire. Donc, ce que les services militaires de l'industrie militaire ont développé un laser qui consiste à détruire un missile en vol avec simplement une impulsion laser. Mais ce système nécessite beaucoup d'argent. Les Américains aident un petit peu, mais il faut pour le développer non seulement de l'argent, mais des clients. Eh bien, comme à l'heure actuelle les États-Unis ont quitté, je dirais, le Moyen-Orient et ont quitté le parapluie, je dirais, qu'ils donnaient aux pays arabes, eh bien, Gantz est parti voir certains pays pour leur proposer ce nouveau système. Ça lui permettra de le financer et ça leur permettra à ces pays arabes d'être entièrement sûrs de la sécurité dans leur ciel. Et c'est l'objet un petit peu c'est pour ça que Gantz est parti immédiatement pour proposer au Bahreïn de pouvoir financer le système. Eh bien, et ça, c'est Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Jacques Benilou. Je le rappelle, vous êtes journaliste franco-israélien. On peut vous retrouver sur votre blog Temps et Contre-temps. À très bientôt, Jacques. Merci beaucoup. Radio J, le 6-9, Hélène Ferrari.